Depuis quand vous êtes ici et depuis quand vous êtes devenu en effet père orthodoxe? Les deux questions sont, sont à élaborer. Mon cheminement vers l'orthodoxie date de plusieurs années. Je suis rentré dans l'Église orthodoxe en 1986. Et j'ai été ordonné prêtre en 1994 dans l'Église orthodoxe en Amérique. C'est la juridiction russe du Québec. Et puis, Monseigneur Nicolas, l'évêque roumain, l'archevêque roumain du diocèse pour les deux Amériques, quand il a été ordonné à Montréal, a manifesté le désir d'avoir un monastère. Alors, les gens sont venus me chercher parce que j'étais connu dans la communauté roumaine. Les gens sont venus me chercher pour me demander si j'acceptais de fonder ce monastère, puisque j'étais déjà moine depuis 1958. Alors, dans l'Église catholique, j'étais moine aussi. Et puis, Monseigneur donc, et moi, on s'est entendus, et puis nous avons trouvé cet endroit en 2005. Donc, ça fera 10 ans au mois de septembre prochain que nous sommes ici. Alors, petit à petit, nous avons arrangé la propriété, nous avons organisé cette église dans l'ancien garage, une église temporaire en attendant la construction de notre église en bois de style Maramourèche. Et puis, nous avons agrandi le monastère pour faire des chambres, faire des ateliers de travail. Alors, petit à petit, on a fini par avoir ce que vous voyez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de Roumains qui viennent ici à la monastère? Chaque dimanche, nous avons entre 50 et 60 et 80 Roumains qui sont là, quelques Québécois. Aujourd'hui, on avait une famille de Québécois qui se sont convertis quand ils nous ont connus ici au monastère. On a une moniale québécoise aussi qui habite près d'ici, à Hawkesbury, en Ontario, et qui vient pour les liturgies. Et puis, il y a eu quelques conversions. On a des gens de Rawdon qui viennent jusqu'ici aussi pour la liturgie. Ce sont des Québécois francophones. Alors, comme le monastère est un monastère orthodoxe et non pas forcément un monastère roumain, c'est un monastère ouvert à l'orthodoxie du Québec. Alors, nous sommes le premier monastère pour les hommes au Québec, premier monastère orthodoxe. Alors, mon souhait, ce serait de voir des moines grecs, des moines roumains, des moines russes, des moines québécois. Alors, former une équipe de moines orthodoxes, mais une équipe de moines qui est ouverte aux gens d'ici. Mon objectif, c'est de permettre aux gens qui habitent au Québec de connaître l'orthodoxie et puis éventuellement d'être attirés par la richesse de cette spiritualité, de cette tradition. Alors, quand on l'a découverte, c'est difficile d'y résister, mais jusqu'à maintenant, les orthodoxes sont plutôt discrets et puis ne se font pas beaucoup connaître. Et qu'est-ce qu'en effet que vous avez déterminé de construire une église de type Maramourèche? Oui. On fera probablement les fondations au printemps prochain. Nous avons actuellement l'argent qu'il faut pour faire les fondations.
Et pour le reste, bien évidemment, ça dépend beaucoup de la générosité des gens qui nous soutiennent. En général, les gens qui viennent ici sont très généreux. Chaque année, ils nous laissent beaucoup de dons. Nous avons aussi des revenus au monastère. Moi, j'ai des revenus de retraite parce que j'ai été enseignant toute ma vie, alors j'ai quelques petits revenus. Et nous avons une usine de fabrication de cierges pour les paroisses. Nous avons les cierges que nous avons ici, nous les fabriquons ici. Et nous avons une quinzaine de paroisses qui les achètent au Québec et en Ontario. Et même à Calgary, depuis quelque temps, il y a une paroisse roumaine à Calgary qui nous commande leurs cierges ici. Alors, ce qui fait que ça fait un petit revenu supplémentaire. Et puis, voilà, avec ça, on compte bien pouvoir construire notre projet. Bon, c'est effectivement un succès. Et est-ce que vous avez visité la Roumanie? Oui, je suis allé, visiter, c'est un bien grand mot. Je suis allé en Roumanie un mois. J'ai visité surtout le sud, la Valachie, un peu, on est allé à Sibiu et puis sur Bata de Sus, alors en Transylvanie. Mais c'est surtout la Valachie que j'ai visité. Je suis resté 4 jours au monastère de Kozia. Et puis on a visité là, une trentaine de monastères d'hommes et de femmes. Ce que je voulais voir, c'est comment la tradition monastique roumaine s'est maintenue en Roumanie. Et puis pour essayer de faire un parallèle avec ce que nous vivons ici. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur les éléments saints que vous avez ici? Oui, il y en a. Bon, ce sont des reliques de second ordre, comme on parle, parce que les grandes reliques, ce sont les ossements même des morts, des saints. Alors, on en a un petit coffre derrière la croix où on a quelques reliques de saints qui sont de premier ordre. Il y a aussi une relique qui ne sont pas encore sanctifiés, mais on les appelle les nouveaux martyrs de Roumanie. Alors, nous avons 3 vertèbres d'un martyr. C'est inconnu, ce martyr-là? Oui, inconnu. Ils les ont sortis d'une fosse commune. Et puis, quelques-uns avaient même essayé de brûler ces reliques pour empêcher leur diffusion. Et puis, finalement, elles ont résisté au feu. Et quelques fidèles sont allés là-bas et nous ont rapporté cette relique, alors qui est très précieuse pour nous. Alors, un jour, probablement que l'Église acceptera de les canoniser, mais on aura déjà cette relique avec nous. Elle a déjà fait, j'appellerais ça un miracle. Une personne qui souffrait énormément de la colonne vertébrale est venue vénérer la relique et a été guérie. Alors déjà, il y a quelque chose qui se passe avec ça. Les autres reliques sont des reliques secondaires, comme le soulier de Saint Éphrem le Nouveau. Saint Éphrem est conservé en Grèce. C'est un saint qui a été découvert dernièrement. Un martyr qui a souffert terriblement. Et puis, sa chasse est exposée dans une église monastique. Et chaque année, il change ses vêtements et puis il distribue comme ça à certaines paroisses qui en font la demande des éléments de ce vêtement. Donc, nous avons eu la chance d'avoir ce soulier qui a été placé dans son cercueil pendant un certain temps. Nous avons ici une ceinture liturgique de Saint Jean Maximovitch de San Francisco. Alors, c'est un des saints évêques illuminateurs de l'Amérique. Et puis, ces reliques sont à San Francisco, aux États-Unis, à l'église russe orthodoxe, la cathédrale russe orthodoxe de San Francisco. Nous avons reçu dernièrement le suaire de Sainte Parachève de Yash. Alors, c'est le linge qui recouvre son corps dans sa chasse, dans son tombeau, et il est changé 5 fois par année. Et donc, c'est quand même une relique qui est limitée. On a à côté le certificat d'authenticité. Alors, c'est l'archevêque Nicolas qui est allé là-bas et qui a fait cette intercession pour notre monastère. Et puis, on nous l'a accordé. Et les fidèles ont fait faire le coffret à Yash, justement, par un menuisier de Yash pour mettre la relique à l'intérieur.
C'est un très grand tissu, là, il est replié sur lui-même. Mais, les fidèles sont très attachés à cette relique et elle est très, très vénérée. Alors, on a quelques éléments. On a sur l'autel, j'ai la relique de Saint Théodore Tyrone. Saint Théodore est important chez les orthodoxes. Hein. C'est celui qui a inventé les colivas qu'on fait pour les morts. Alors la nourriture de blé pour éviter de manger de nourriture immolée aux idoles. Alors Saint Théodore était apparu à un évêque pour lui dire propose à tes fidèles de faire des plats de blé. Et depuis ce temps-là, on a gardé la tradition pour faire la nourriture des morts avec le blé cuit. Alors voilà, c'est une richesse. On n'est pas très riche, mais on apprécie beaucoup ce qu'on a. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ça, c'est un cierge qu'on appelle le cierge de Pâques, c'est-à-dire 30 à 35 grammes à peu près, comme pesanteur, 33 cm de long. Alors, pour les gens qui vont faire la grande liturgie pascale de nuit, ainsi de suite, souvent ils vont acheter un cierge comme ça qui va leur durer les 3 heures de la liturgie. Alors, imaginez que si vous voulez l'avoir plus échancré, alors vous faites un coup comme ça, un autre coup ici, 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 un autre coup ici. Oui, alors, en ensemble, ça fait comme ça. Mais ça veut dire que c'est fait à la main, chaque fois, de A à Z. Et ça donne ce produit-là. Ou ce produit-là, c'est égal, c'est le nombre de fois qu'il y a eu des trempages. Et ça nettoie ici en bas. Lorsque la recette est finie, je laisse égoutter, puis je les laisse sécher, et lorsque c'est froid, je le retravaille. Même la cire propre, il y a toujours un petit peu de saleté dedans. Alors, ce peu de saleté finit par descendre au fond, et le dessus de la cuve, il demeure propre, parce que les saletés s'accumulent au fond. Mais de temps en temps, on est obligé d'arrêter toute la production et de nettoyer le fond des cuves parce qu'elles sont sales. Elles se manipulent très bien, et pourtant, lorsqu'il y a plusieurs cierges dans un même endroit pour brûler, ce qui est dangereux naturellement, c'est que la chaleur va faire plier certains des cierges. Alors avec cette cire-là, il y a une bonne rétention, il y a une bonne élasticité, une bonne rétention, une bonne odeur, et vous savez, la cire d'abeille, c'est le contraire des produits pétroliers, c'est le contraire totalement. Si vous travaillez à faire des cierges et à les faire brûler toute votre vie, et qui ne sont pas dans un bon produit, vous allez être malade. Le frère Élie. Élie. Oui, mais enfin, Élie, c'est la prononciation romaine, mais c'est le même nom. C'est Élie en français. Ouais. Élia.